Bonjour et bienvenue aujourd'hui à notre webinaire. Aujourd'hui, le webinaire avec notre thème télétravail transfrontalier, quel cadre juridique pour les salariés en mobilité, surtout pour le franco-allemand et le franco-suisse. Je me présente, Stéphanie Kort, je suis juriste à la Chambre de commerce Alsace Eurométropole. Je m'occupe des questions franco-allemandes et effectivement, le service juridique s'est dit avec les intervenants que ce sujet est vraiment de l'actualité, renforcé par la pandémie, le télétravail qui se fait maintenant partout et bien sûr, et se pose plein de questions dans ce domaine pour les entreprises. J'ai le plaisir de présenter les trois intervenants, mais qui vont se présenter eux-mêmes encore une fois mieux. On a Jean-Michel Dolian, chargé d'affaires des affaires internationales de Malakoff Humanis, Maître Xavier Drouin, avocat spécialiste droit social, et Maître Christophe Denis, avocat spécialisé en droit fiscal du cabinet FIDAL. On a prévu à peu près un créneau de 11 à midi, bien sûr avec des questions incluses. Merci bien de couper vos micros et les caméras. On va enregistrer ce webinaire, ce qui permet de revoir tous les webinaires, encore une fois en détail. N'hésitez pas aussi de poser des questions, soit à la fin ou par le chat conversation qui s'affiche en haut au milieu. Voilà, je propose qu'on commence tout de suite. Je laisse présenter les intervenants et rentrer tout de suite en détail pour ce sujet. À vous. Xavier, tu veux commencer? Oui, alors écoutez, donc Xavier Drouin, je suis spécialiste en droit du travail et de la sécurité sociale au sein du cabinet FIDAL, le bureau de Strasbourg. Par ailleurs, je suis également président de l'association Deutscher Anwaltsverein qui regroupe les avocats franco-allemands de Strasbourg et d'une façon plus générale du Grand Est. Et donc, dans le cadre de notre activité, ici à FIDAL, à Strasbourg, nous avons donc une certaine pratique de la mobilité internationale. Voilà. Alors, rapidement, Christophe Denis, je suis un collègue de Xavier et moi, je suis spécialisé en droit fiscal chez FIDAL et je traite effectivement beaucoup de dossiers de mobilité internationale et le sujet, évidemment, du télétravail fait partie désormais clairement d'une problématique de mobilité internationale. Jean-Michel. Et pour finir, donc Jean-Michel Doléan, donc responsable développement de la mobilité internationale chez Malakoff Humanis pour les territoires Hauts-de-France et Grand Est, et partenaire donc de mes confrères de chez FIDAL, donc en particulier donc sur la mobilité internationale et ses conséquences pour les entreprises et leurs collaborateurs. Voilà. Donc on va mettre le PowerPoint. Donc, le thème télétravail, comment l'organiser dans un cadre juridique et fiscal sécurisé pour les salariés en mobilité internationale. Cadre juridique et fiscal, on va voir effectivement les trois aspects principaux qui concernent, auxquels on est confronté lors d'une situation de télétravail international, qui sont donc l'aspect la sécurité sociale, donc quelle sécurité sociale s'applique, l'aspect droit du travail, donc quel est le droit du travail national qui s'applique, ou à quoi doit-on veiller, et donc l'aspect fiscal par rapport donc au statut de la personne ainsi qui est dans une situation internationale. Alors, les aspects de fiscalité seront donc développés par Christophe Denis, et puis nous essaierons de voir avec donc mon collègue Jean-Michel Doléan les aspects de la protection sociale et de droit du travail. Et puis, à nouveau, Christophe Denis reprendra la parole sur les aspects d'impôt sur les sociétés dans ce cas de figure. Alors,
Christophe, je te laisse la parole pour commencer. Oui, tout à fait. Donc, je vais commencer avec la partie fiscalité personnelle, peut-être en rappelant, si tu veux bien mettre le slide suivant, donc d'abord en rappelant effectivement un certain nombre de principes et les particularités, notamment dans le cadre franco-allemand, puisque aujourd'hui on insiste principalement sur le télétravail dans un cadre franco-allemand. Alors, s'agissant des principes qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre le sujet de fiscalité personnelle, c'est déjà en dehors du télétravail, quels sont les principes d'imposition des salariés. Donc, dans le cadre de la convention fiscale franco-allemande, qui ressemble en ça beaucoup à toutes les autres conventions fiscales, le principe qui est posé, c'est celui de l'imposition des salaires dans le pays d'exercice de l'activité. Donc ça, il faut bien avoir en tête que, d'une part, la résidence fiscale a son importance, mais que d'un point de vue fiscalité des salaires, le point important va être le lieu d'exercice de l'activité, ce qu'on appelle finalement en fiscalité internationale la source de la rémunération. Et la source de la rémunération, ce n'est pas le lieu où est installé l'employeur. Donc, je peux être salarié d'une entreprise française, mais travaillant sur le territoire allemand. Ce qui va importer, ce n'est pas tant que mon employeur est français, ce n'est même pas tant que moi je suis résident français, mais c'est surtout le fait que je travaille sur le territoire allemand qui va être déterminant. Donc, quand on est en présence d'un télétravailleur, la première question qu'il va falloir se poser, c'est dans quel pays est-il résident, et deux, dans quel pays exerce-t-il son activité? C'est vraiment les deux questions principales et pas tellement, encore une fois, au stade impôt sur le revenu, ce n'est pas très important de savoir où est situé son employeur. Donc la résidence fiscale, je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais c'est défini d'abord par le droit interne de chaque pays. Donc la France a une définition de la résidence fiscale qui est assez large, et l'Allemagne, en droit interne allemand, a sa propre définition de la résidence fiscale. Donc il peut très bien arriver qu'une personne soit résident fiscal des deux pays en application tout simplement du droit interne des deux pays. Je peux habiter avec ma famille à Strasbourg, et j'ai un travail en Allemagne qui fait que je dispose d'un appartement à Berlin. Pendant toute la semaine, je vais travailler à Berlin, je reviens chez moi en France. Le droit fiscal français interne dira « je suis résident fiscal français ». Et le seul fait d'avoir à disposition un logement à Berlin pendant toute la semaine, enfin, et évidemment pas que pendant une semaine, mais pendant toute mon année de travail, fait qu'en droit interne allemand, je serai considéré comme résident fiscal allemand. Et à ce moment-là, dans ces situations-là, on doit se référer à la convention fiscale qui va dire finalement, cette personne ne peut pas être résidente de deux pays au sens de la convention. Donc, la convention fiscale va donner un certain nombre de critères qui vont permettre de trancher la question de quel pays cette personne est-elle résidente fiscale. Alors, pour répondre au petit exemple que j'ai pris, une personne qui a sa famille à Strasbourg et qui va travailler en Allemagne toutes les semaines, qui revient le week-end et les congés pour être avec sa famille, on va conclure en finalité qu'il est résident fiscal français au sens de la convention fiscale qui va primer sur le droit interne allemand et le droit interne français. Donc ça, c'est la résidence fiscale qu'il faut regarder toujours. Et deuxièmement, ensuite, il faut regarder où je travaille. Donc si je reprends mon exemple, je suis résident fiscal français, c'est ce qu'on a vu avant, mais je travaille toute la semaine à Berlin. Eh bien là, la convention fiscale va dire que le salaire est en principe imposable en Allemagne. Donc je suis résident français, je travaille physiquement en Allemagne, eh bien, la convention fiscale dit je suis imposable en Allemagne. Ce principe supporte deux exceptions. Qu'on connaît, une, on la connaît très bien, c'est le régime des frontaliers. C'est le cas de je suis résident à Strasbourg, je travaille à Kiel toute la semaine. Eh bien, normalement, le principe que je viens d'exposer avant, c'est je travaille en Allemagne, je devrais être imposable en Allemagne. Mais là, j'ai une exception pour le statut frontalier. Dans le cadre du régime frontalier, eh bien, comme je peux bénéficier de ce régime sous certaines conditions, mais a priori, ce sera le cas,
eh bien, je reste imposable en France. Donc, on voit bien, c'est une exception au principe, celui de l'imposition dans l'état d'exercice de l'activité. Eh bien là, par exception, je vais rester imposable dans mon état de résidence. Et donc, ça, c'est le principe. Donc, je travaille, je suis imposé là où je travaille. Maintenant, il y a, donc, si je reviens sur l'hypothèse du télétravail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je suis un résident allemand et je travaillais habituellement sur le territoire français. Je ne bénéficie pas du régime des frontaliers, donc je reviens à la règle de base, je suis imposable en France puisque je travaille sur le territoire français. Quand je suis amené à faire du télétravail, alors évidemment, ça peut être le cas pendant la période de confinement et de limitation de circulation, mais ça peut être le cas aussi en dehors du confinement. Et on peut imaginer que des habitudes ayant été prises pendant les périodes de confinement, les employeurs vont accepter peut-être que même au-delà du confinement, les personnes soient autorisées à faire du télétravail. Donc, je reviens à mon exemple. Je suis résident allemand. Je ne suis pas frontalier. Je travaille en France de manière régulière, en principe. Je suis imposable en France sur mes journées de travail en France. Si je travaille toute la semaine en France, je suis imposable 100% en France. Mon employeur m'autorise à faire du télétravail. Donc, pendant 1 ou 2 jours dans la semaine, je vais rester chez moi en Allemagne et travailler depuis l'Allemagne. Si on se souvient du principe, je suis imposable dans l'État où je travaille. Eh bien, dans cette hypothèse de télétravail partiel, j'ai 2 jours de travail en Allemagne, 3 jours à la maison et 3 jours de travail en présentiel au bureau. Eh bien, en France, eh bien, je vais partager mon imposition. 2 jours vont être imposables en Allemagne, 3 jours en France. Donc, on voit que le télétravail va bousculer le droit d'imposition. Et quand on sait que, en principe, l'impôt sur le revenu sur les salaires des salariés est plus élevé en Allemagne qu'en France, la personne, dans mon exemple, qui fait du télétravail en Allemagne sur 40%, 2 jours sur 5 en Allemagne, alors qu'il était avant imposable 100% en France, la répartition de l'imposition entre 60% en Allemagne, 40% en Allemagne, pardon, 60% en France, va probablement augmenter son niveau d'imposition. Donc, on voit le télétravail peut avoir un impact sur le niveau d'imposition dans cette hypothèse-là. Si je prends l'inverse, un salarié français non frontalier qui travaillait en Allemagne et était imposable ou est imposable en Allemagne, fait du télétravail avec l'accord de son employeur, devient partiellement imposable en France. Lui va probablement y gagner en termes de coût fiscal parce qu'encore une fois, l'impôt sur les salaires en France est moins élevé que l'impôt sur les salaires en Allemagne. Donc, vraiment un impact favorable ou défavorable, hein, donc vraiment à déterminer. Alors, ce qui est important aussi, là, je me place du côté de l'employeur, c'est que si mon salarié, je prends une hypothèse d'une entreprise française, j'ai un salarié allemand qui travaille en France, qui, du jour au lendemain, avec mon autorisation, fait du télétravail en Allemagne, eh bien, il devient imposable en Allemagne. Ça peut créer des obligations pour moi en termes d'impôt sur le revenu, puisque l'impôt en Allemagne est prélevé à la source. Ou inversement, je suis un employeur allemand, j'ai un salarié français qui habituellement travaillait en Allemagne, il était soumis à l'impôt allemand comme tout autre salarié. À partir du moment où il fait du télétravail, il devient imposable en France. Moi, employeur allemand, je vais avoir des obligations administratives de retenue à la source pour mon salarié, pour les jours de travail en France. Donc, on voit, il y a des impacts. Alors, ça, c'est les règles générales qu'il faut avoir en tête si le télétravail continue à s'appliquer. S'agissant de la période spéciale liée au confinement, eh bien, les États ont prévu des règles. Les 2 États, France et Allemagne, se sont dit qu'il faut que d'une certaine manière, on essaye de neutraliser ces impacts parce que ça va être, si c'est un télétravail subi. Alors, évidemment, durant la période du confinement, il y a des gens qui ont fait du télétravail en France ou en Allemagne
parce qu'il était interdit de circuler. Donc, si je reprends mon exemple, nous, on a eu des cas de salariés dans cette situation, de personnes qui étaient résidentes allemandes, qui travaillaient en France, donc soumis à l'impôt en France, parce que ne bénéficiant pas du statut frontalier, et qui du jour au lendemain ont dû, à partir du 14 mars 2020, rester en Allemagne, faire depuis leur domicile du télétravail. Ils ne pouvaient plus venir en France. Donc, principe, ils sont imposables en Allemagne. Et comme je vous l'ai dit avant, l'impôt en Allemagne étant beaucoup plus élevé, ça a un vrai impact sur leurs revenus disponibles. Donc, qu'est-ce qu'a dit cet accord franco-allemand? Il a dit, eh bien, durant la période de confinement, donc considéré comme étant du 14 mars jusqu'au 31 décembre. Et on verra qu'il y a eu une prolongation pour l'année 2021, a priori jusqu'au 30 juin. Mais déjà sur l'année 2020, on a dit, durant cette période 14 mars, 31 décembre, vous, salariés qui êtes dans cette situation, vous allez pouvoir choisir soit de tenir compte des jours réels d'activité dans chaque pays, soit de tenir compte des jours théoriques. Donc, si je reprends un exemple vraiment maximaliste, je suis résident allemand, je travaille habituellement pour une société française et habituellement, je viens travailler en France. Du fait du confinement, j'ai été amené à faire du télétravail depuis mon domicile en Allemagne, depuis le 14 mars jusqu'au 31 décembre. Donc, normalement, toute cette période est imposable en Allemagne, par principe, puisque j'ai travaillé en Allemagne. L'accord franco-allemand me permet de dire, eh bien non, normalement, j'aurais dû physiquement travailler en France, je n'ai pas pu à cause du confinement. Eh bien, les deux pays sont d'accord pour malgré tout considérer que toute cette période aurait dû être travaillée en France et donc est imposable en France. Et évidemment, un salarié résident en Allemagne dans cette situation a intérêt d'appliquer cette tolérance. Dans le sens inverse, un Français qui habituellement travaille en Allemagne et qui, du fait du confinement, a travaillé à Strasbourg, et donc normalement, physiquement, il a travaillé en France, donc il est imposable en France. Eh bien, lui n'a aucun intérêt à revendiquer cette tolérance. Il a intérêt à dire, j'applique les règles de droit commun, j'ai travaillé en France et je n'ai pas travaillé en Allemagne, donc je suis imposable en France et donc je reste imposable en France. Ça, c'est la tolérance de la période de confinement. Donc, 14 mars 2020, 31 décembre, et aujourd'hui prorogé depuis le 1er janvier jusqu'à priori, à revalider, mais a priori jusqu'au 30 juin, mais à revalider. Après, le 30 juin, on serait de nouveau sur du droit commun, où c'est vraiment la présence physique dans chaque pays qui va déterminer le droit d'imposer. Donc, encore une fois, pour les employeurs, il faut garder en tête que le télétravail peut créer des obligations dans l'autre pays, des obligations pour moi, employeur, et que pour le salarié, pour toute la période dite de confinement où on est couvert par l'accord, il y a un vrai choix à faire entre les jours réels travaillés physiquement dans un pays et les jours théoriques. Donc là, on est en plein dans les périodes de déclaration de revenus. Donc pour les salariés français travaillant habituellement en Allemagne ou les salariés allemands travaillant habituellement en France, il y a un vrai choix à faire au moment de souscrire la déclaration de revenus. Voilà. Donc gardez bien en tête, en tant qu'employeur, si vous êtes des employeurs, les personnes présentes lors de ce webinaire, qu'il faut regarder ça de près, parce que ça peut aussi avoir, au-delà de la déclaration de revenus du salarié, des incidences pour vous, à titre d'employeur et des obligations administratives. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur la situation personnelle des personnes en télétravail. Et je passe la parole à mes collègues. Oui, alors merci Christophe. Donc la partie fiscalité est effectivement assez ardue. Qu'en est-il pour l'aspect protection sociale ou l'aspect droit du travail? On va voir ça maintenant. Alors, je vais laisser Jean-Michel Doléance expliquer davantage ce qui concerne la protection sociale pour le salarié en télétravailleur et en mobilité internationale, finalement. Et
j'interviendrai alors davantage sur l'aspect droit du travail. Merci, Xavier. Tout à fait. Donc, vous l'avez vu à la lumière, autant il y a des règles précises qu'on pensait, notamment l'Allemagne et la France, autant sur la partie protection sociale, on est encore dans un vide juridique. Et donc, il faut bien l'expliquer, bien l'exprimer. On mettra en lumière ce qui est aujourd'hui reconnu en matière de mobilité, c'est-à-dire les familles de la mobilité internationale, et essayer de comprendre ce que le télétravail amène en termes de réflexion et surtout en termes d'accompagnement justement avec FIDAL et puis Malakoff Humanis. Ce qu'on constate, c'est qu'un nouveau concept a vu le jour depuis le début de cette crise. C'est l'existence du virtual assignment, c'est-à-dire des salariés affectés au business d'un pays, effectuant leurs tâches dans leur pays d'origine, voire dans un pays tiers. Bon, alors quand on a dit ça, je veux dire, on a tout dit, mais pour autant, beaucoup d'interrogations subsistent. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au regard du droit du travail, l'article L4121-1 du Code du travail précise que l'employeur a un devoir de sécurité et de santé physique et mentale auprès de ses salariés. C'est-à-dire que l'employeur doit assurer, dans le cadre du travail de ses collaborateurs, la protection sociale, la couverture, santé, prévoyance obligatoire. Pour autant, lorsqu'on parle de télétravail, celui-ci ne doit pas déroger à la classification des statuts. En d'autres termes, aujourd'hui, il existe 3 familles de statuts en matière de mobilité internationale. La première, c'est la mission. La mission courte, quelques semaines, 183 jours maximum par an, qui ne nécessite pas de modifier le régime de base, puisque le collaborateur va aller clairement en Allemagne pour faire sa mission et y rester. Donc, s'il est dans cette option-là de 183 jours maximal, à part l'obligation de la sécurité sociale française d'être prévenu sur le déplacement dans cette durée de son collaborateur, il reste assuré dans le cadre de son contrat santé et dans le cadre de sa prévoyance, les risques arrêt de travail, décès, invalidité, pour le temps de cette mission. Pour autant, ce que l'on a noté justement avec le télétravail, puisque des salariés qui étaient donc finalement en mission sont restés travailler sur leur lieu de destination, il faut, et on s'en est rendu compte, il faut penser éventuellement à la prise en charge d'une assistance et d'un rapatriement lorsque effectivement on n'a pas ce type de couverture. Voilà. Donc là, c'est éventuellement le fait de souscrire à ce type de contrat, mission courte, ce qu'on appelle, ou une assurance déplacement professionnel, qui permet justement d'avoir ces 2 garanties qui, au final, ont été mis en exergue dans le cadre de cette pandémie. Donc ça, c'est un point important donc à rappeler. Une deuxième famille, qui est celle de la mobilité, qui est peut-être plus connue parmi vous, c'est celle du détachement. Donc le détachement, c'est finalement pour l'entreprise d'effectuer un copier-coller pour son collaborateur qui va partir dans le cadre d'un déplacement plus long, au-delà de 183 jours en général, et qui est visé par la Convention de sécurité sociale entre la France et le pays de destination, et qui va le maintenir dans son régime souscrit par l'employeur pour ses collaborateurs en France. Donc il va partir avec sa couverture santé, prévoyance, retraite, dans le pays avec lequel il y a une convention de sécurité sociale signée, et pour lequel, voilà, finalement, il n'y a pas grande question à se poser. C'est-à-dire que lui, il va partir donc, dans le cadre de son détachement, et de son point de vue à lui, en tant que collaborateur, il va faire du télétravail. Bon, ok, c'est bien, mais de toute façon, au départ, il est détaché. Donc, il va rester sur place, il va forcément moins revenir dans le cadre de ses déplacements puisqu'il est astreint à domicile, et il va télétravailler. Donc là, finalement, il n'y a pas vraiment de questions à se poser, il reste couvert.
Et dans le cadre, en général, de ce détachement, l'assurance auquel je faisais allusion précédemment, c'est-à-dire l'assistance rapatriement, est très souvent incluse dans la garantie santé du contrat du collaborateur. Donc là, c'est peut-être un point aussi à vérifier parce que par expérience, des anciens contrats n'intégraient pas ces garanties assistance rapatriement. Donc peut-être éventuellement souscrire un contrat qui vise ces deux aspects-là. Mais en général, les garanties assistance rapatriement sont déjà incluses. Mais ce point est quand même néanmoins important à vérifier. Tu peux passer à la slide suivante. Une troisième famille qui englobe, en fait, je dirais, celle de la pluriactivité, qui est celle de l'expatrié. Donc, la pluriactivité, effectivement, on peut avoir un collaborateur qui va être, dans le cadre de ses missions longues, hein, pour le coup, il va pouvoir travailler sur plusieurs États. Bon, on a cette règle importance qui détermine aussi son activité des 25%, qui, au niveau de la protection sociale, ne change rien, hein, puisque lui, il a un statut d'expatrié. Je rappelle l'expatrié, il est dans une durée indéterminée, hein, au regard de son temps passé à l'étranger, en termes de mois, d'années, et il va donc quitter les règles sociales de son pays d'origine pour être soumis aux règles du pays d'accueil. Bon, ça c'est un point. Lorsqu'on est expatrié français en général, l'entreprise a pris la précaution de le maintenir à la sécurité sociale française en l'inscrivant, en le faisant souscrire aux garanties proposées par la CFE, qui est la Caisse des Français de l'étranger, on va dire grossièrement l'équivalent de la sécurité sociale française, puis pour les régimes complémentaires, donc auprès par exemple du groupe Malakoff Humanis, pour faire en sorte qu'il a sa protection sociale à la française qui va l'accompagner sur le pays de destination, dans le cadre donc de son travail à durée indéterminée. Donc là, même chose, je reprends le principe du télétravail qu'on évoque beaucoup, il est expatrié de toute façon au départ, parce que c'était le choix de statut qu'avait fait l'entreprise, et donc il va donc télétravailler dans un de ces pays pour lesquels donc il était destiné de toute façon au départ, et donc là, eh bien, de toute façon, il est couvert à la fois par la dualité de sa protection sociale choisie par l'entreprise, c'est-à-dire le pays d'accueil, bien sûr, mais aussi parce qu'il a fait le choix d'une couverture sociale française par l'ensemble de ses garanties CFE plus régime complémentaire. Donc là, même si on change de pays d'expatriation, à part le fait peut-être de désigner une zone différente, parce que ça c'est important au regard du contrat de retraite complémentaire et au niveau de sa protection sociale complémentaire, c'est important de le préciser donc aux tenants du contrat. Mais sur le principe, il a le statut d'expatrié, il va télétravailler dans un autre pays, ce n'est pas gênant au regard de sa protection sociale. Et s'il revient, de toute façon, là aussi, comme il a sa couverture sociale française maintenue par le lien CFE, il sera de toute façon couvert sur son pays d'origine, c'est-à-dire la France. Voilà. Donc ça, c'était important de le souligner. Donc on remarque bien au regard aussi, et là je pense que mes confrères avocats renforceront cette interrogation. En matière de télétravail, nous on l'a vu dans certaines entreprises, rien n'exonère le collaborateur de demander et surtout de préciser à son employeur qu'il va télétravailler dans un pays. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui se dessine aussi, c'est que l'accord, nous on en parle chez nous, chez Malakoff Humanis, que l'employeur sera amené à donner son accord sur le télétravail et la destination du télétravail. C'est ce qui se profile au vu du vide juridique qu'on connaît. Donc c'est très important d'abord que le collaborateur avertisse son employeur, l'informe de son pays de destination s'il l'a choisi ou s'il subit, comme le disait Christophe tout à l'heure, son télétravail. Mais on est sur un fil d'équilibre, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, l'employeur a l'obligation de sécurité et de santé de ses collaborateurs, mais encore faut-il aussi qu'il soit averti
qu'il donne son accord, je pense aussi dans le cadre d'un télétravail, sur le fait de maintenir sa couverture pour le collaborateur dans le cadre de cette obligation. Donc, c'est très important à avoir à l'esprit. Oui, Jean-Michel, tu as fini Oui, je te relaisse la parole. Merci. Donc, on va aborder la troisième phase, les aspects de droit du travail. Alors, encore une fois, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, finalement, quand on est en situation de mobilité internationale, on a bien affaire à trois réglementations différentes et indépendantes. Vous avez une réglementation fiscale qui vient d'être exposée par Christophe, qui est autonome, qui répond à une convention franco-allemande. Vous avez une réglementation pour la législation sociale applicable qui vient donc d'être exposée et qui correspond donc à un règlement européen 883 sur 2004, essentiellement, qui est autonome. Donc, et puis vous avez une réglementation sur le droit du travail qui est également autonome et qui, donc, a priori, n'a rien à voir avec les deux autres réglementations. Donc, dans la mobilité internationale, il faut toujours avoir bien conscience, et également pour le télétravail, que j'ai trois régimes juridiques différents et autonomes, l'un pour la fiscalité, l'autre pour la sécurité sociale, le troisième pour le droit du travail. Quand je dis autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien ni d'influence de l'un sur l'autre. Et si je reprends par exemple l'exemple de la... Excusez-moi, si je reprends la fiscalité, Christophe évoquait une situation où une personne a travaillé 2 jours en Allemagne et 3 jours en France, ou inversement. Donc, il y a eu une exception en matière de télétravail qui arrive à sa fin. Donc, il dit le principe, c'est que j'ai un split, c'est-à-dire que les jours que je passe en Allemagne, ils sont imposés, les jours où je travaille en France sont imposés en France, les premiers en Allemagne. Alors, ce split, par exemple, n'existe pas du tout en droit du travail. En droit du travail, il n'y a qu'une seule loi qui s'applique à mon contrat de travail. Je ne vais pas avoir à la fois une loi allemande qui s'applique pendant que je travaille ou que je suis en télétravail en Allemagne et une loi française qui s'applique lorsque je suis en télétravail en France. Donc, je voulais rappeler ce préalable. Et effectivement, en droit du travail, la difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on est dans un nouveau domaine juridique pour savoir de déterminer quelle est, alors c'est mon point 3 ici sur le slide, mais quelle est la loi applicable lorsque j'ai un salarié qui est embauché par une société française, par exemple, que ce salarié travaille tout son temps à son domicile en Allemagne, ce qui arrive, soit il travaille tout son temps à son domicile en Allemagne pour prospecter le marché allemand, pour le compte de la société française. Il peut aussi être en Allemagne pour prospecter, parce qu'il habite en Allemagne, qu'il veut travailler en Allemagne, donc il est en télétravail en Allemagne pour cette société française, mais pour prospecter le marché français, voire même d'autres marchés à l'international. J'ai eu l'expérience tout à fait récemment. Donc, on a comme ça de multiples situations et on n'a pas l'habitude en droit du travail et dans les conventions internationales à ce type de situation. Et donc, la priorité, c'est de déterminer quel est le droit applicable parce qu'encore une fois, il n'y a qu'un seul droit applicable qui va s'appliquer à mon contrat de travail. Soit c'est le droit français, soit c'est le droit allemand, puisqu'on est plutôt dans une logique ici franco-allemande dans notre présentation, ou encore un État tiers. Alors, la convention qui s'applique, c'est une convention qui est bien connue, qui est la convention de Rome, on dit le Rome 1, le règlement européen Rome 1, qui gère ces problèmes de conflit de loi et qui dit finalement deux choses qui s'appliquent au télétravail, évidemment. C'est le plus simple, c'est que je choisisse moi-même quel est le droit applicable à mon contrat de travail. Donc, si je suis une entreprise française, en général, j'aime bien garder le droit français parce que je le connais bien, je ne connais pas le droit allemand. Si je suis une entreprise allemande, inversement, je vais essayer de garder le droit que je connais, le droit allemand. Donc, je peux dire, c'est tel droit qui s'applique pour l'ensemble de la relation contractuelle, donc soit le droit français, soit le droit allemand. Le problème, c'est qu'on n'a résolu qu'une partie du problème quand on a fait ce choix, puisque la Convention de Rome vient nous dire, mais attention, si la loi, je vais raisonner maintenant, et déterminer quel aurait été le droit applicable
si je n'avais rien indiqué dans mon contrat de travail, c'est-à-dire si les parties n'avaient pas dit je choisis tel droit, le droit français ou le droit allemand. Si j'avais rien indiqué, la Convention de Rome pose différents critères pour dire quel est à ce moment-là le droit qui s'applique, quel droit national qui s'applique. Et donc, si je m'aperçois que le droit national qui s'appliquerait selon ces critères de la Convention de Rome est différent de celui que j'ai choisi dans mon contrat de travail, donc j'ai un conflit, c'est-à-dire je mets dans mon contrat de travail, je choisis le droit français, mais la Convention de Rome me dit que si je n'avais pas choisi de droit, ça serait normalement le droit allemand qui s'applique, selon des critères sur lesquels on va revenir. Je suis dans une situation de conflit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le droit français doit s'effacer? Alors oui et non, en principe non, sauf si ça se heurte à des dispositions, enfin dites impératives ou d'ordre public, que le droit national considère. Alors c'est le juge effectivement qui est saisi dans ce cas-là, mais il dit non, mais vous pouvez, là vous êtes obligé d'appliquer le droit allemand et je ne peux pas effacer le droit français. Enfin le droit allemand ne peut pas s'effacer devant le droit français, pardon. Donc il y a une disposition impérative, je l'applique. Il faut qu'elle soit impérative, il faut qu'elle soit plus favorable. Alors évidemment, ça peut donner le cas, par exemple, en temps de travail. On a tout de suite des conflits en matière franco-allemande, puisque le temps de travail, c'est 35 heures en France. J'ai mes heures supplémentaires qui se déclenchent à la 36e heure. J'ai une obligation de devoir décompter le temps de travail qui n'est pas aussi forte en Allemagne, etc., etc. Alors, voilà le genre de conflit auquel on se trouve confronté. Et alors, la Convention de Rome nous dit, alors, le mieux c'est de dire je vais choisir le droit applicable dans mon contrat de travail qui correspond aux critères posés par la Convention de Rome si je ne choisissais rien. Et alors, quels sont ces critères? Il y en a 4, mais il n'y en a que 3 qui sont appliqués par la jurisprudence de la CJUE. Le premier critère, c'est le lieu où j'accomplis habituellement mon travail. Alors, ça paraît simple et facile, mais je suis dans le cas d'un salarié qui est en télétravail en Allemagne, parce qu'il est à son domicile, et il prospecte le marché allemand. On peut considérer qu'effectivement, là, le lieu du travail, c'est bien l'Allemagne. Si j'ai un salarié qui est 2 jours en Allemagne, à son télétravail, chez lui, parce qu'il veut travailler de chez lui, et 3 jours, il travaille en France, dans l'entreprise qui l'embauche. Où se situe le droit, le lieu de travail? Est-ce qu'il se situe en France ou est-ce qu'il se situe en Allemagne? Alors, la Convention de Rome dit oui, mais dans ce cas-là, si on ne peut pas déterminer, on dit c'est la loi de l'entreprise qui l'embauche ou l'établissement. Alors, donc on pourrait se dire, c'est une façon simple de régler le problème, mais simplement, cette façon de régler le problème n'est pas acceptée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Systématiquement, ils ne veulent pas appliquer ce critère pour différentes raisons qui ne sont pas liées au télétravail jusqu'à maintenant, mais qui étaient parce que ça pouvait donner libre accès à tous les abus. Donc, on n'applique pas ce critère, on dit toujours, je détermine quel est le lieu de travail, même si j'ai un salarié qui travaille sur plusieurs pays à la fois. Et ça, c'est quelque chose qui est constant en jurisprudence, auquel on est confronté. Alors, on dit, le lieu de travail, c'est effectivement où la personne travaille, mais pas seulement. C'est aussi d'où elle reçoit ses ordres, c'est où est-ce que se situe le centre de gravité de son travail. Alors, si j'ai une personne qui est en télétravail, elle est 2 jours en télétravail chez elle en Allemagne, mais elle travaille en réalité pour mon entreprise française et pour le marché français. Donc, où se situe le lieu de travail? Est-ce qu'on peut considérer que c'est le lieu où elle habite et où elle est en télétravail, ou est-ce que le centre de gravité n'est pas plutôt situé en France? Donc, voilà toute une série de questions auxquelles aujourd'hui il est compliqué de répondre. C'est sûr que soit la personne est, on peut dire par exemple 3 jours en France, elle est 2 jours en télétravail en Allemagne, à son domicile, mais elle travaille que pour l'entreprise française, pour le marché français, on peut soutenir assez facilement que le centre de gravité se situe bien en France. Mais bon, il n'y a pas eu de décision de jurisprudentielle pour l'instant. Alors, on va se dire, alors qu'est-ce que je fais? Parce que dans tout ça, qu'est-ce que je fais? Comment je vais pouvoir contractualiser tout ça? Je vais choisir le droit allemand. Je risque qu'on me dise, mais non, en fait, c'est le droit français s'il y a un conflit, inversement, etc. Alors, là où on peut mettre un léger bémol à cette situation qui paraît complexe, c'est qu'on s'aperçoit qu'en matière de télétravail,
les réglementations sont assez proches, celles qui sont en Allemagne et celles qui sont en France. Alors, je ne suis pas un spécialiste du droit du travail allemand, mais il y a eu toute une réglementation également mise en place en Allemagne, similaire à la nôtre en France, sur plusieurs aspects, et qu'on retrouve au point 1, 2 et 4 du slide. Donc, on est sur l'obligation de santé-sécurité, donc c'est quelque chose qu'on impose en France, par la convention OANI qui a été mise en place. C'est quelque chose qu'on retrouve en Allemagne aussi. Et ça consiste à dire, il faut que je veille à l'équilibre de mon salarié entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Puisque ce n'est pas forcément facile de faire la différence et de mettre des limites. C'est à l'employeur qu'incombe la responsabilité, le devoir d'essayer de mettre ses limites, qui se mettent de différentes façons. Donc ça, c'est le cas classique pour le télétravail, c'est-à-dire je m'impose de ne pas appeler mon salarié avant telle heure et après telle heure. Donc après 17 heures, je ne dois plus chercher à le joindre, ou en tout cas, s'il ne répond pas, il n'est pas en faute. Je dois veiller à avoir des entretiens régulièrement avec lui pour voir s'il arrive à bien gérer tout ça, s'il ne se trouve pas en situation d'isolement, etc. etc. Pareil, sur le point 2, il est important, effectivement, si le télétravail va se poursuivre sur la durée, de bien mettre au point un certain nombre de choses, donc repréciser combien de temps va durer cette mission, ou qu'elle soit à durée indéterminée, qu'est-ce que j'attends du salarié, quels seront précisément ses horaires, comment j'organise le télétravail. Est-ce qu'il faut qu'il ait une pièce à part? Je lui mets en place un certain nombre d'outils informatiques, bien évidemment. Je dois prendre en charge un certain nombre de frais parce qu'il va utiliser sa connexion Internet privée. Il va utiliser éventuellement une pièce de chez lui. Donc, je dois prendre en charge un certain nombre de frais. Tout ça, ce sont des choses qu'on retrouve un peu dans les deux législations. Et puis, pareil, je dois mettre dans mon contrat de travail une clause qui indique que si le salarié ne souhaite plus rester en télétravail et souhaite revenir dans l'entreprise, sous quelles conditions ça peut se faire. Donc, en France, ça a été clairement réglementer les conditions, le droit au retour finalement en quelque sorte du salarié qui passe de télétravail à revenir dans l'entreprise. Donc finalement, j'ai envie de dire, et pour clore, parce que le sujet est très vaste, mais c'est très compliqué de choisir quel est le droit applicable. Enfin, ça peut être assez compliqué et sujet à des discussions très nombreuses, surtout si un juge est saisi, pour savoir si finalement la relation de travail est soumise au droit national où j'exerce mon télétravail, ou celui où se situe plus le centre de gravité, ou celui pour le compte de quelle entreprise je travaille. Mais on retrouve finalement des choses assez similaires dans les deux législations. Et donc, j'aurais envie de dire que si la situation est ambiguë, on ne court pas de grands risques. Il y a quelques points auxquels il faut faire attention, mais on ne court pas de grands risques en gardant finalement le droit du travail qui nous convient, c'est-à-dire, si je suis une société française, d'appliquer le droit du travail français. Alors, il y a toujours des choses auxquelles il faut faire attention. Notamment, on a une législation très spécifique en France pour la durée du travail, avec les forfaits en jours. Donc là, par exemple, il faut toujours être attentif parce que le forfait jour, c'est quelque chose qui n'existe pas en droit allemand. Le forfait jour, quelqu'un qui est en forfait jour, il peut travailler sans limitation de temps dans la journée. Donc, on impose simplement 11 heures de repos entre 2 jours. Donc ça, c'est des choses, on ne pourrait pas savoir comment réagirait la législation allemande vis-à-vis de ça. Mais à part ces quelques points, et notamment sur l'aspect durée du travail, j'ai envie de dire que le risque du choix du droit du travail applicable n'est pas si crucial, mais c'est quand même des réelles questions à se poser. Et il faut bien évidemment mettre tout ça dans un avenant au contrat. Donc voilà, on arrive, il est 11h50, donc on arrive petit à petit à la fin. Donc je laisse la parole à nouveau à Christophe pour l'impôt sur les sociétés. Oui, merci Xavier, merci Jean-Michel. Oui, donc tu peux peut-être passer le slide. Donc rapidement, effectivement, ce n'est pas un sujet auquel on pense naturellement lorsqu'on parle de télétravail. Les sujets auxquels on pense
naturellement, sont ceux qui ont été abordés, impôt sur le revenu, sécurité sociale, droit du travail, mais il y a quand même une problématique qui peut se poser et qui en fait résulte de la notion de ce que nous appelons le fiscalisme, l'établissement stable. En fait, en 2 mots, de quoi s'agit-il? En fait, une société établie dans un pays, créée dans un pays, donc par exemple la société française, peut dans certaines situations avoir une activité dans l'autre pays, donc dans notre cas l'Allemagne, qui crée des obligations en matière de fiscalité de société. C'est-à-dire qu'en fait, sans avoir créé une filiale en Allemagne, je peux, par mon activité en Allemagne, moi, société française, avoir ce que nous on appelle un établissement stable, c'est-à-dire avoir une succursale qui fiscalement va être traitée par les autorités fiscales allemandes comme un redevable en termes de fiscalité d'entreprise. En fait, tout simplement, prenez l'hypothèse, je suis une société française, je crée un bureau à Kehl avec des salariés qui vont être chargés, par exemple, de vendre mes produits sur le territoire allemand. Bien que je n'ai pas créé, moi, société française, de filiale en Allemagne, le seul fait d'avoir ce bureau avec cette activité commerciale sur le territoire allemand va m'obliger, en principe, à m'identifier auprès de l'administration fiscale allemande et déclarer un revenu imposable ou une perte, hein, mais en tout cas à faire des déclarations fiscales comme si j'étais une société. C'est ça la notion d'établissement stable. Vous avez, Christophe, vous avez une question qui est posée par Monsieur Labi. Oui. Dans le fil de discussion. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je me permets de t'interrompre, excuse-moi. Je t'en prie, mais dis-moi, la question porte sur quel point? Alors, peut-être pourriez-vous la poser en direct, monsieur Labi? Oui, merci beaucoup. Et justement, vous étiez en train d'aborder le cœur de ma difficulté. Voilà, c'est ça. Je l'ai envoyé au moment où je suis changé. Exactement. C'est pour ça que je me suis permis de rebondir tout de suite. Merci, monsieur Doléan. Voilà, donc en fait, j'ai une SASU, une micro-entreprise en France. Oui. Je suis conseil, je m'occupe de lutte anticorruption. Et je suis en train de m'associer avec 7 Allemands dans le domaine du risque, enlèvement d'otages, etc., en Allemagne, dans la région de Bochum. Et donc, je me pose plein de questions sur, en fait, la façon de m'associer, d'une part, sachant que, évidemment, une part de la rémunération peut se faire sous forme de salaire ou de dividendes. Et après, je vous écris dans ce que je vous écris dans mon commentaire, j'ai plein de souhaits, mais je suis tout ouvert. Parce qu'en fait, il y a un truc que je déteste, c'est le système d'assurance sociale retraite, etc., allemand. Je l'ai vécu pendant 19 ans, c'est une catastrophe. Je suis très heureux en Alsace. Et encore une fois, il s'agit de souhaits, je suis ouvert à toute solution. Non, mais je pense que votre cas, on peut en discuter parce que ça soulève effectivement plein de questions, même au-delà du télétravail. Effectivement, comment m'associer? Quel est le format que je veux prendre? Est-ce que je veux créer quelque chose en Allemagne et faire participer au capital de la société qui serait créée en Allemagne mes associés allemands? Est-ce que ces associés sont des personnes physiques? Et effectivement, ensuite, une fois que j'ai fait ce choix, comment je suis rémunéré? Est-ce que ce sont des dividendes? Est-ce que c'est une rémunération que j'aurai dans la structure en Allemagne? Et effectivement, dans ce cas-là, si j'ai par exemple un salaire dans cette structure en Allemagne et que j'ai aussi ma rémunération de président de la SASU, quel est le traitement sécurité sociale? Puisque ce qui a été évoqué avant, c'est que contrairement au fiscal, en matière de sécurité sociale, on ne paye des cotisations que dans un seul pays. Donc, pour répondre à votre question, comment structurer tout ça pour rester soumis aux cotisations sociales françaises? Effectivement, tout ça, votre question englobe, je dirais, l'aspect impôt sur le revenu, l'aspect sécurité sociale et éventuellement l'aspect impôt sur les sociétés, si tout dépend de ce qu'on crée mais disons, si vous avez une structure, quelle qu'elle soit en Allemagne, avec des associés allemands qui travaillent sur le marché allemand, il y aura clairement des obligations en matière de fiscalité d'entreprise. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous allez basculer à titre personnel en sécurité sociale allemande. C'est un autre volet. Et comme on disait, ou comme l'ont dit à la fois Jean-Michel Doléan et Xavier Drouin, l'analyse fiscalité personnelle, sécurité sociale, droit du travail et éventuellement fiscalité d'entreprise
sont malheureusement, pour rendre les choses plus complexes, sont des analyses distinctes. Et donc, en fonction effectivement de vos souhaits, bon, il faut réfléchir à la meilleure structure parce que j'ai bien compris, un de vos éléments, c'est de dire je ne veux pas basculer en sécurité sociale allemande. Mais là, il y a des moyens légaux, hein, on est sur des choses légales qui sont issues du règlement européen, qui sont issues d'autres textes éventuellement, qui permettent, si on fait les choses correctement, effectivement de ne pas être soumis au régime de sécurité sociale allemand et de rester entièrement soumis au régime de sécurité sociale français. Mais ça, alors je vais juste finir pour mon histoire d'établissement stable, pour être, donc simplement ce que je voulais dire, c'est qu'une société française comme la vôtre pourrait très bien avoir un établissement stable en Allemagne, c'est-à-dire vous, en tant que société française, vous décidez d'ouvrir, je prends cette hypothèse, hein, je ne sais pas si ce sera le cas, mais vous décidez d'ouvrir un bureau à Bochum pour dire maintenant, je veux prospecter le marché allemand à partir de ce bureau à Bochum. Pour ça, j'associe ou je recrute un salarié en Allemagne qui va faire cette prospection commerciale. Eh bien, lui, vous aurez ce qu'on appelle un établissement stable en Allemagne, ce qui veut dire que sans avoir créé nécessairement une société en Allemagne, d'un point de vue fiscalité, eh bien, vous aurez effectivement un chiffre d'affaires à déclarer en Allemagne, des charges, par exemple, le salarié allemand, il aura une rémunération, des charges sociales allemandes qui seront déductibles du chiffre d'affaires, il aura des frais de déplacement déductibles du chiffre d'affaires et on aura un résultat fiscal qui sera déterminé en Allemagne, imposable en Allemagne et qui, en contrepartie, évidemment, ne sera pas imposable en France. Il n'y a pas de double imposition. Ou l'autre choix, qui ne serait pas un établissement stable, c'est de créer effectivement une société en Allemagne. Ça, mais d'un point de vue fiscal, on aboutirait finalement à la même chose. Donc, simplement par rapport au télétravail, que je voulais dire, est-ce que doivent se poser comme question les entreprises qui autoriseraient leurs salariés à faire du télétravail en Allemagne? La grande question, c'est de savoir, du point de vue fiscalité d'entreprise, hein, puisqu'il faut aussi régler toutes les autres questions, mais d'un point de vue fiscalité d'entreprise, la question de l'employeur, c'est de se dire, OK, j'autorise mon salarié résident allemand à faire du télétravail depuis l'Allemagne. Est-ce que pour moi, ça crée un problème ou une question d'établissement stable en Allemagne et du coup de fiscalité d'entreprise en Allemagne? C'est ça la question que doit se poser l'employeur français, ou inversement, l'employeur allemand qui est un salarié français qui habituellement vient travailler sur le territoire allemand, donc il n'y a pas de sujet d'établissement stable en France, puisque le salarié ne travaille pas en France, eh bien, il autorise son salarié à faire du télétravail en France. Eh bien, cet employeur allemand doit se poser la question, est-ce que oui ou non, ça crée une question d'établissement stable en France avec des obligations pour moi, société allemande. Donc tout ça, c'est des questions relativement complexes parce que ça met en œuvre la convention fiscale, etc., mais qui peuvent être traitées. On a des réponses en sachant qu'en plus, durant la période de confinement, l'OCDE gère un peu les conventions fiscales et qui donne pas des directives impératives, mais quand même des conseils d'interprétation, considère dans 2 avis qui ont été rendus en avril 2020 et là un récemment, que lorsque le télétravail a été subi, ça ne doit pas entraîner la constatation d'un établissement stable. C'est-à-dire que je suis une société française et depuis le mois de mars 2020, j'ai un salarié qui habituellement venait en France, fait du télétravail en Allemagne. L'administration fiscale allemande doit être tolérante et considérer que ça n'a pas créé d'établissement stable. Donc je dirais qu'on est dans une zone de tolérance et la question va se reposer par contre si une fois que les frontières sont totalement ouvertes, on garde des habitudes de télétravail dans l'autre pays, parce que c'est ce qui va arriver probablement dans un certain nombre d'entreprises qui ont vu que le télétravail n'a pas empêché le salarié d'être efficace et donc vont accepter peut-être partiellement un maintien en télétravail. Et là, on ne sera plus dans les zones dans la période de confinement, donc on ne sera plus dans les zones de tolérance et on reviendra aux règles de base. Et il faudra réellement se poser la question, est-ce que moi, société française qui accepte que mon salarié fasse du télétravail en Allemagne, eh bien, est-ce que je me crée un sujet
je ne dirais pas que c'est un problème, mais est-ce que je me crée un sujet d'établissement stable, oui ou non? En fonction de la réponse, eh bien, soit je dis oui, j'ai un risque d'établissement stable, et donc du coup, je ne veux pas avoir de problème d'avoir à faire des déclarations fiscales en Allemagne, et je dis à mon salarié non, je n'accepte pas que tu fasses du télétravail, il faut qu'on revienne à la situation d'avant le confinement, c'est-à-dire tu venais travailler 100% en France, ben maintenant tu reviens travailler en France, ou mon conseil fiscal me dit non, vu les circonstances, vu ce que fait comme travail, comme type de travail ce télétravailleur, le fait qu'il télétravaille 2 jours par semaine en Allemagne ne crée pas pour vous, société française, un risque d'établissement stable. Et donc là, je suis libéré de ce problème et je dis à mon salarié, OK, tu peux continuer à faire du télétravail à raison de 2 jours, bien entendu en ayant traité aussi et vu les autres aspects, fiscalité personnelle, sécurité sociale, contrat de travail. Donc voilà, je dirais le sujet établissement stable, impôt sur les sociétés, est un sujet qu'on peut mettre en parenthèse normalement durant la période de confinement du fait de ces recommandations de l'OCDE, et je pense que les États vont s'y ranger. A priori, elles se rangent aux avis de l'OCDE, mais dès qu'on sera sorti de ces périodes-là, il faudra, si le télétravail est maintenu, se poser la question et répondre, et en fonction de la réponse, adapter les mesures. Maintenant, si je reviens à votre question, monsieur, oui, je pense qu'il faut vraiment voir quel est le projet que vous avez et voir du coup, en fonction du type de relation que vous entendez avoir avec les associés dont vous parlez, comment ça va se traduire, et vous, en tant que vous, personne physique, ou vous, société française, quelle rémunération vous allez ressortir de ce, entre guillemets, business que vous souhaitez développer en Allemagne. Parce que si je prends un exemple qui serait de je constitue une filiale en Allemagne dans laquelle seraient aussi associées les personnes allemandes, mais vous, c'est une société française qui aurait une participation dans cette société allemande, vous, on peut imaginer que votre rémunération se ferait sous forme de dividendes, auquel cas il n'y aurait pas de sujet de sécurité sociale, parce que vous aurez toujours votre salaire de président, et à côté de ça, vous auriez des dividendes qui seraient perçus par une société, donc il n'y a pas de problème a priori de sécurité sociale. Par contre, si vous êtes associé dans cette société allemande, mais que vous êtes aussi rémunéré directement en tant que personne physique, là, il y a les sujets que nous avons abordés, mais encore une fois, il n'y a pas d'automaticité à basculer en sécurité sociale allemande. Donc voilà. Et je dirais, votre projet, on peut très bien en discuter en dehors de ce webinaire avec mes collègues, mais je pense que voilà, c'est une situation qu'on rencontre assez fréquemment et à laquelle on peut trouver des réponses. Voilà, dans les temps, avec 3 minutes de retard, mais je crois qu'on avait commencé avec 5 minutes de décalage, donc on est vraiment dans les temps impartis. On espère avoir répondu aux questions que vous pouviez vous poser, mais en sachant il faut regarder de toute façon au cas par cas. C'est un peu le résumé, en sachant que le télétravail transfrontalier est possible. D'ailleurs, il va se développer, surtout dans une région frontalière comme la nôtre, pas seulement avec l'Allemagne, mais on a vu des cas récemment avec la Suisse, avec la Belgique, avec le Luxembourg. Et dans tous les cas, il faut simplement regarder, poser la situation, et après, on peut répondre à tous les aspects, fiscalité personnelle, fiscalité d'entreprise, sécurité sociale, droit du travail. Oui, très bien, merci beaucoup. En fait, je me suis posé la question parce que vous avez parlé de revenir, par exemple, des règles de fiscalité, une fois le télétravail n'est plus imposé. Je me suis dit, est-ce qu'il y a peut-être des projets de loi ou au niveau international? Non, simplement, non, simplement, voilà, si une fois que le télétravail n'est plus imposé, qu'on n'est plus dans les accords franco-allemands qui a été passé pour la fiscalité personnelle, qu'on n'est plus dans la tolérance de l'OCDE, on va revenir tout simplement aux règles de droit commun. Et les règles de droit commun, s'il revient à la fiscalité personnelle, encore une fois, sauf le cas des travailleurs frontaliers, en principe, l'imposition dans l'état d'exercice de l'activité. Donc, si je travaille, on fait du télétravail en France et une partie de travail présentiel en Allemagne,
eh bien, je peux aboutir, mais ce n'est pas une catastrophe, à payer de l'impôt dans les deux pays. Mais encore une fois, ce sera à une répartition du droit d'imposer, ce ne sera pas une double imposition, donc ce n'est pas une catastrophe du tout. Hein. Là, on est en période de déclaration de revenus, on fait pour un certain nombre de nos clients des déclarations de revenus où ils ont une partie de leur salaire imposable en Allemagne, une autre partie en France, et dans certains cas, même une partie qui peut être imposée dans un troisième pays. Ça arrive, c'est même très fréquent, c'est de plus en plus fréquent même dans les groupes de sociétés que des personnes soient imposables dans plusieurs pays. Donc, on va revenir au droit commun, tout simplement. Et s'agissant de la problématique de l'établissement stable, eh bien oui, on sera, une fois qu'on ne sera plus en télétravail subi, s'il y a un maintien de télétravail, il faudra se poser la question, là, au niveau de la société, de l'employeur, est-ce que la situation de mon salarié télétravailleur crée un sujet d'établissement stable dans l'autre pays? Et encore une fois, il faut analyser la situation, regarder, parce qu'il y a des critères pour l'établissement stable dans les conventions fiscales. Donc, il faut analyser la situation, regarder, notamment un des critères va être qu'est-ce que fait réellement mon salarié en télétravail. Si c'est par exemple un salarié qui a une fonction purement administrative, je sais pas, je dis n'importe quoi, une assistante de direction qui, depuis sa maison, deux jours par semaine, va faire du télétravail, il y a quasiment 99% de chances que ça ne crée pas d'établissement stable. Par contre, si c'est quelqu'un, par exemple, qui a une fonction commerciale, qui d'habitude vient en France et fait partie de l'équipe commerciale, et là, on lui dit, bah non, tu peux pendant 2 jours travailler depuis l'Allemagne, le sujet est un peu plus compliqué. Il faut regarder réellement de plus près, est-ce que cette situation peut créer un établissement stable. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, du sur-mesure. Il faut vraiment regarder les situations au cas par cas. Oui, j'allais dire, j'ai dit que les traités étaient très indépendants les uns des autres, mais c'est la même réflexion qu'on va avoir en droit du travail. Si une personne travaille 2 jours en Allemagne, mais n'a de lien qu'avec son entreprise française pour un travail administratif, ou même si elle travaille 3-4 jours en Allemagne, dans ce cadre-là, on se peut demander si effectivement son lieu de travail est bien situé en Allemagne. Parce que certes, elle est physiquement en Allemagne, mais le centre de gravité se situe clairement ailleurs. En France, quoi. Donc, est-ce que là, la Convention de Rome ne conduirait pas plutôt à dire que c'est bien le droit français du travail qui s'applique, quand bien même la personne travaille chez elle en Allemagne en télétravail? Et je pense que les réflexions sont les mêmes concernant la Suisse, hein. En principe, je veux dire, pas en détail, mais… Exactement. Non, vous avez… Alors, juste une chose… Vous avez le même accord qui existe entre la France et l'Allemagne a été passé entre la France et la Suisse. Il a d'ailleurs été passé aussi entre la France et la Belgique et entre la France et l'Italie. Et il y a un accord spécial un peu particulier entre la France et le Luxembourg. Donc en fait, il y a des accords qui ont été passés pour le confinement, pour la fiscalité personnelle avec nos pays frontaliers. Et s'agissant de l'imposition des entreprises, en fait, avec la Suisse, on a une convention fiscale qui, sur la question de l'établissement stable, est similaire à la convention franco-allemande. Donc, je dirais, fiscalement, avec la Suisse, on peut considérer que les commentaires sont totalement comparables de ceux qu'on a fait avec l'Allemagne. Mais je ne parle pas pour le droit du travail. Non. Alors, justement, pour le droit du travail, la fameuse convention de Rome que j'ai évoquée, effectivement, n'est pas appliquée par la Suisse. Donc, on applique avec la Suisse leur code suisse de règlement, de règlement des conflits de loi internationaux. Donc, ils ont c'est IPR-Gesetz, International Privates Rechtsgesetz. Et donc, ce sont des règles, ce n'est pas la Convention de Rome qui s'applique, mais ces règles de droit suisse propres de règlement des conflits, qui ne sont pas tellement éloignées d'ailleurs. On retrouve quand même un certain nombre de fondamentaux, mais attention, avec la Suisse, la Convention de Rome ne s'applique pas. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut savoir. D'accord, très bien. On voit que le sujet, elle est fascinant et très complexe. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, on va envoyer aux participants la présentation. Oui. Comme ça, ils ont encore une fois les bases. Ça, c'est toujours utile. Bien sûr, on peut revoir en replay le webinaire. En tout cas, un gros merci aux intervenants. C'était vraiment très bien parce que je pense que l'exercice n'est pas facile de faire une présentation d'1 heure sur un sujet très complexe avec 3 matières.
Et en tout cas, merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Et voilà, effectivement, le timing, c'est très bien. Et voilà, nous, on va envoyer tous les documents, le replay, la présentation aux participants. Et un grand merci. Et s'il n'y a pas d'autres questions, bien sûr, les personnes peuvent toujours envoyer un mail au service juridique de la Chambre de commerce. Je vais juste noter l'adresse mail. C'est juridique@alsace-cci.fr, où vous pouvez, si vous, maintenant, vous avez encore une question, vous n'avez pas pensé avant, n'hésitez pas de faire un mail. Nous, on va les transmettre aux intervenants. Et voilà, par cela, je souhaite une excellente journée. Très bien. Et Merci. encore une fois, un grand merci à tout le monde. À très bientôt. Merci à vous et Très bien. bonne journée. Merci beaucoup. Bonne Merci, journée. au revoir. Au revoir. Au revoir.